Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons terminer notre chapitre sur la Première Guerre mondiale. Donc là nous avions entamé le bilan humain, matériel et politique de la guerre. Donc là c'est la suite du bilan humain, donc 10 millions de morts, donc 1,5 en France. Nous avions parlé également de la grippe espagnole, et puis maintenant nous allons parler du génocide arménien, le massacre organisé dans l'Empire ottoman en 1915 de toute une population, la population arménienne. Alors pour parler de ça, nous allons commencer par ce petit tableau de 1897 d'un peintre russe, Ivan Ivaïsovski, qui nous présente, alors c'était sa spécialité, ce qu'on appelle des marines, donc des bateaux, des superbes couchers de soleil sur la mer de Marmara. C'est ce qui est représenté ici, un tableau qui est assez joli, on dirait même presque assez calme. Et puis il y a quelques petites anomalies, si vous regardez ici sur ce premier bateau, c'est un bateau turc, un bateau ottoman. Et ici, on voit des gens, je ne sais pas si vous le remarquez, mais ce sont des gens qui sont jetés de nuit à l'eau pour être noyés. C'est le début des massacres de la population arménienne. Le tableau est assez terrible en fait, malgré son côté assez esthétique et assez calme. Il s'appelle le massacre des Arméniens dans la mer de Marmara en 1896. Donc je vais vous expliquer qui sont les Arméniens, pourquoi les Ottomans leur en veulent autant, et pourquoi en 1905 on organise l'extermination généralisée de ce peuple durant la Première Guerre mondiale. Donc sur cette première partie, s'il fallait retenir 3 idées pour comprendre les raisons de la haine entre Ottomans et Arméniens, d'abord les Arméniens souhaitent créer un État indépendant et donc quitter l'Empire ottoman. Deuxième raison, c'est une minorité nationale de religion chrétienne dans un empire qui est musulman. Et puis troisième raison, quand la Première Guerre mondiale éclate, la Russie est le principal protecteur des Arméniens. Les Arméniens se trouvent à la frontière de la Russie, et donc il y a la suspicion que les Arméniens se rapprochent de la Russie et trahissent l'Empire ottoman. Alors revenons au tableau d'Aivazovski, le massacre des Arméniens dans la mer de Barbara. Donc là on est en 1896. Alors 1896, on n'est pas encore dans une extermination, dans une logique d'extermination totale. On est dans ce qu'on appelle un pogrom. Un pogrom, c'est une explosion de violence contre une minorité nationale, une minorité religieuse, raciale, donc là en l'occurrence les Arméniens. Il peut y avoir localement, dans un village, pendant quelques jours, des massacres. Il peut y avoir que dans quelques régions, quelques semaines, des massacres, mais il n'y a pas la volonté de détruire systématiquement et totalement une population, les Arméniens. Alors 1896, c'est ce qu'on voyait dans le tableau précédent, on était en pleine période de ce qu'on appelait les massacres hamidiens, du nom de Abdul Hamid II, qui dirige l'Empire ottoman. Et Hamid déteste les Arméniens, il n'a pas confiance dans cette minorité nationale, et il soutient, encourage des pogroms durant 3 ans. Il s'agit de terroriser les Arméniens, il s'agit de les persécuter, pas forcément de tous les massacrer systématiquement. Hamid II avait gagné le surnom de Sultan Rouge, couleur du sang, et également un petit jeu de mots, et on l'appelle souvent également le grand seigneur, mais avec un A, comme le sang, au lieu de SEI, celui qui dirige l'Empire ottoman. Donc on était d'abord dans une logique de pogrom, ce qui ne veut pas dire que c'était quelque chose d'acceptable et qu'il n'y avait pas eu beaucoup de morts, on compte plusieurs dizaines de milliers de morts probablement dans ces 3 années, mais nous en restons dans cette logique-là. Avec la Première Guerre mondiale, on passe à une autre logique. Il n'y a plus de pogrom, il y a désormais ce qu'on appelle un génocide. Alors que le pogrom c'était encore une fois très localisé et sur une période relativement courte, le génocide c'est l'extermination systématique totale d'un peuple et de sa culture, quel que soit le temps nécessaire, et on s'attaque aux femmes, aux enfants, à la culture, à la religion, on s'attaque systématiquement et on extermine systématiquement toute la population arménienne. Alors qu'avant il y avait quelques massacres ponctuels, désormais il s'agit de faire disparaître intégralement les Arméniens. Alors ça va commencer à partir de janvier 1915. Pourquoi janvier 1915 ? Parce que lors de la bataille de Sarıkamış, les Ottomans subissent une terrible défaite face aux Russes. Je vous rappelle que les Ottomans se méfient des Arméniens parce qu'ils sont proches des Russes, notamment religieusement. Et donc à partir d'avril 1915, il va commencer le génocide. Alors ça commence par l'arrestation de 600 Arméniens, pas n'importe qui, essentiellement des écrivains, des médecins, des politiciens. En gros, on s'attaque à tous ceux qui font vivre la culture, la langue
les intellectuels, tous ceux qui font vivre la minorité nationale arménienne. Donc ils sont arrêtés, certains sont exécutés assez rapidement, et va commencer donc le génocide. Donc le génocide, on a quelques témoignages, alors notamment du consul américain. Un consul, c'est un ambassadeur, donc le représentant des États-Unis dans l'Empire ottoman de 1914 à 1917. Donc Leslie Davis, c'est lui, vous raconte que cela a commencé d'abord par l'arrestation de quelques grandes personnalités, des écrivains, des hommes politiques, puis ensuite on s'est attaqué à la population civile, femmes, enfants, des civils, et chacun sait, il le dit très clairement dans un rapport de juillet 1915 au gouvernement américain, il s'agit de tous les faire mourir. Donc il y a eu des convois d'Arméniens, ils arrivent à pied de toutes les régions de l'Empire ottoman. Dans un premier temps, on les regroupe, c'est ce qu'il raconte ici, et puis ensuite, on les fait marcher pendant des jours et des jours et des jours. Une partie de cette population arménienne va décéder sur le chemin. On appelait ça les marches de la mort de 1915-1916, et à l'issue de ce voyage, les survivants seront systématiquement exterminés. Là, j'aime bien cette photographie parce qu'elle nous montre bien ce que sont ces marches de la mort. Ça va de tous les âges, des très vieilles personnes, des vieillards, des bébés, des femmes relativement jeunes, des hommes, et tout cela doit être massacré. Là aussi, vous avez énormément de témoignages sur les massacres commis par les Ottomans sur la population civile arménienne, notamment de Garabed Mouradian, c'est un Arménien, qui vous raconte que au mois de février 1916, on avait arrêté presque 30 000 personnes, qu'ils sont arrivés soit par train, soit à pied, dans cette région qui est celle de Mossoul. Aujourd'hui, ça se trouvera en Irak. Et là-bas, ils voient des puits remplis de cadavres. On les jette vivants, évidemment. Nous sommes en période de guerre, c'est ce qu'il explique. Chacun suppliait une balle, une balle. Ils ne veulent pas une mort de souffrance. Ils veulent une mort rapide, c'est ce que demandent les Arméniens. Les Turcs, évidemment, les Ottomans économisent les balles, on est en période de guerre, et donc vont préférer d'autres méthodes d'exécution. Donc d'abord, jeter dans les puits, les pendaisons, et puis, c'est ce qui est marqué ici également, on les égorge très fréquemment. C'est également une exécution symbolique, généralement ce sont les porcs, ce sont les animaux qu'on égorge. Donc ils sont tués comme des animaux, on leur dénie tout droit à être de véritables humains. Donc il y a une chose qui est très importante à comprendre dans cette deuxième partie, c'est la distinction entre un pogrom, c'est-à-dire une persécution, un massacre très rapide, ponctuel, localisé géographiquement, du génocide, qui est une extermination totale, systématique, quel que soit le temps que cela prenne. 19e siècle, on a des pogroms nombreux, 1915-1916, on change d'échelle et c'est le début du génocide. Au total, il y aura quand même entre 1,5 et 2 millions d'Arméniens qui seront exécutés entre 1915 et 1916. Malgré ces 2 millions de morts, il y aura quand même des survivants. Alors que vont devenir ces survivants? Alors certains vont créer un nouvel État qui s'appellera l'Arménie indépendante, qui existe toujours aujourd'hui, qui est toujours sous protection russe, pour pas dire sous autorité russe. L'État arménien, encore aujourd'hui au XXIe siècle, a des ennuis avec ses voisins de langue turque et avec la Turquie. Ça, c'est la première chose. Donc il y a un État arménien qui a réellement été créé. Deuxième chose, beaucoup d'Arméniens vont faire le choix de l'exil, donc du départ volontaire ou involontaire forcé de leur pays natal. Ils vont s'installer un peu partout dans le monde. Alors plus le rouge est foncé, plus il y a d'Arméniens présents dans le pays. La plupart des Arméniens vont se réfugier en Australie, en Russie, aux États-Unis, mais également en France. Il y a énormément d'Arméniens qui vont vivre et s'installer en France à partir de 1917-1918. Ils sont essentiellement localisés dans la région de Marseille. Si vous allez à Marseille, il y a des quartiers arméniens, il y a des clubs de foot arméniens, il y a toute une vie culturelle arménienne. Donc les Arméniens ne vont pas disparaître, ils créent un État, ou alors ils vont former ce qu'on appelle une diaspora, c'est-à-dire une nation, un peuple qui est divisé sur plusieurs pays. Et vous avez des exemples de la diaspora arménienne du côté de Marseille. Alors dans cette diaspora arménienne, je vous cite quelques-uns des Arméniens les plus célèbres du monde. Alors vous avez Kim Kardashian.
Alors les Arméniens, généralement, on les reconnaît à leur nom parce que ça finit toujours par an. Mais Kim Kardashian, c'est une famille arménienne, donc ils ont quitté l'Arménie pour s'installer aux États-Unis. Vous avez également le musicien et animateur télé André Manoukian, qui est également arménien. Et puis vous avez le chanteur, alors pour vous c'est peut-être un peu trop vieux, mais Charles Aznavourian, il a modifié son nom en Charles Aznavour, qui est vraiment le grand chanteur arménien. Les deux ont vécu en France ou vivent en France. Et puis d'autres exemples de la diaspora. Troisième partie, donc, s'il fallait retenir 3 idées sur cette troisième partie qui concerne le sort des Arméniens après le génocide. Donc beaucoup font le choix de la fuite vers les USA ou la France, c'est l'exil. Ils vont former une diaspora, donc un groupe culturel dispersé sur plusieurs pays, et cette communauté est toujours dynamique. Et puis aujourd'hui, au XXIe siècle, il reste des tensions encore entre l'Arménie et ses voisins turcs ou turcophones. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous signale qu'il existe une deuxième version de ce cours sur la même chaîne YouTube, mais cette fois-ci avec des photographies du génocide. Mais cette version-là est réservée aux plus de 18 ans, selon les codes imposés par YouTube. Je vous remercie. Au revoir. Passez une bonne journée.